Ah, la kétamine. Souvent, on la réduit à son rôle d'anesthésique, mais en réalité, c'est l'un des outils les plus polyvalents, les plus puissants qu'on ait en soins critiques. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ce médicament fascinant pour vraiment comprendre son rôle essentiel, bien au-delà des idées reçues. Voici le programme. On va d'abord voir ce qui la rend si spéciale, sa nature d'anesthésique dissociatif. Ensuite, comment elle fonctionne exactement. Puis, on explorera ses très nombreuses indications, comment l'administrer correctement et bien sûr les précautions à prendre, qui sont cruciales. Allez, on commence par ce qui rend la kétamine si unique. Contrairement à d'autres anesthésiques, sa grande particularité, elle tient en un seul mot, dissociatif. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? L'anesthésie dissociative, c'est un concept vraiment à part. Plutôt que d'endormir complètement le patient, ce que fait la kétamine, c'est de déconnecter le cerveau des signaux extérieurs. C'est comme si l'esprit était débranché de son environnement. Le patient peut même avoir l'air éveillé, mais il est profondément détaché. Ça permet de réaliser des procédures tout en préservant certains réflexes vitaux. Et puis, il y a sa rapidité d'action. C'est un de ses atouts majeurs. Imaginez un effet en 30 secondes à peine après un bolus intraveineux. C'est quasi instantané. Si on ajoute à ça une durée d'action assez courte, entre 5 et 10 minutes, on obtient un contrôle remarquable. C'est particulièrement précieux dans les situations d'urgence, où chaque seconde compte. Bon, mais alors, comment la kétamine arrive-t-elle à produire cet état si particulier et à agir aussi vite? On va plonger un peu dans ces mécanismes clés. En fait, la clé, c'est son action multiple. Elle est à la fois anesthésique et, point absolument crucial, analgésique, en inhibant les récepteurs NMDA. Elle a aussi cet effet bronchodilatateur, un avantage énorme chez certains patients. Et surtout, elle n'a pas de propriétés sédatives directes comme d'autres agents. C'est vraiment ce cocktail unique qui explique sa grande polyvalence. Et cette polyvalence, elle se traduit par un éventail d'applications vraiment large. Voyons un peu dans quel contexte clinique bien concret on utilise la kétamine. La réponse est assez impressionnante. Son usage va bien au-delà du simple agent d'induction pour une intubation. Le champ d'application est immense. Ça va de l'intubation à la gestion de l'agitation extrême, en passant par l'analgésie pour un patient non intubé ou la sédation profonde pour un patient ventilé. On la retrouve même dans des situations très critiques, comme le status épilepticus ou le sevrage alcoolique réfractaire. C'est un vrai couteau suisse pharmacologique. Ok, passons à la pratique. Avec un outil aussi puissant, la précision, c'est la règle d'or. Parce qu'en fait, la dose, c'est ce qui fait toute la différence entre l'analgésie, la sédation pour une procédure ou la sédation continue. La posologie, c'est vraiment la clé de sa flexibilité. Pour une intubation, on va utiliser un bolus important, de 1 à 2 mg par kilo. Mais pour un simple soulagement de la douleur, la dose est 10 fois plus faible, entre 0,1 et 0,3. Et pour la sédation continue, le paradigme change complètement. On passe à une perfusion qui peut aller jusqu'à 5 mg par kilo par heure. C'est l'objectif clinique qui dicte absolument tout. Une petite note de sécurité, mais qui est essentielle, chez les patients avec un IMC de 30 ou plus, la dose de bolus doit se calculer sur le poids idéal, pas sur le poids réel. C'est un réflexe crucial pour éviter un surdosage qui peut être dangereux. Utiliser la kétamine, c'est une chose. Le faire en toute sécurité, c'est la priorité absolue de l'équipe soignante. Cette dernière section est donc absolument capitale. La surveillance doit être rigoureuse et surtout adaptée au mode d'administration. Après un bolus, on vérifie les paramètres vitaux à 5 et 15 minutes. Par contre, pour une perfusion continue, c'est autre chose. Il faut une surveillance cardio-respiratoire permanente et une évaluation neurologique toutes les heures pendant les ajustements de dose. Pour l'administration du bolus, il y a un compromis à faire. Une injection rapide, sur 1 minute, offre l'effet le plus immédiat. C'est super efficace, mais ça augmente le risque d'effets dissociatifs intenses. A l'inverse, si on injecte plus lentement, sur 15 minutes, la tolérance est bien meilleure et ça limite les effets indésirables comme les cauchemars. C'est un choix clinique qui est vraiment dicté par l'urgence de la situation. Bien sûr, comme tout médicament puissant, la kétamine a des effets indésirables. Une augmentation passagère de la tension et de la fréquence cardiaque, c'est assez fréquent. L'hypersalivation, c'est aussi quelque chose à surveiller. Mais le point capital, la chose à retenir, c'est sa contre-indication absolue, l'hypertension intracrânienne, en particulier chez un patient qui a un traumatisme crânien. On va insister là-dessus. La kétamine peut augmenter la pression intracrânienne. C'est la raison pour laquelle elle est formellement contre-indiquée chez le patient traumatisé crânien. C'est vraiment l'information de sécurité la plus importante à retenir. En soins critiques, les patients reçoivent souvent plusieurs perfusions en même temps. Connaître les compatibilités, c'est donc vital. La bonne nouvelle, c'est que la kétamine est compatible avec beaucoup de médicaments courants, comme le propofol, les benzodiazépines, les morphiniques ou encore plusieurs catécholamines.
Et voici le revers de la médaille, tout aussi important. Il faut absolument éviter de la mélanger dans la même ligne avec des produits comme le bicarbonate, le diazépam ou l'héparine. Maîtriser ces incompatibilités, c'est essentiel pour la sécurité du patient. Pour résumer, la kétamine est un agent complexe, rapide et extraordinairement polyvalent. Son large champ d'application exige une connaissance très précise de ses dosages et de ses précautions. Alors, la question qui se pose, c'est quel avenir pour la kétamine en médecine critique ? Et jusqu'où ira son utilisation dans les années à venir ?